Alors, insertion ou inclusion? Et s'agit-il seulement d'employer un mot pour un autre? Les questions sémantiques, on l'a vu tout à l'heure, ne sont jamais de simples histoires de mots. L'usage des mots, c'est l'usage de la langue, et celle-ci, justement, vient déterminer un certain rapport à la réalité. La langue, de ce point de vue, nous fait penser et, au-delà, nous fait agir. Il nous faut donc porter notre attention sur les effets de ces notions, insertion, intégration, assimilation, inclusion, effets, c'est-à-dire effets de sens, effets du sens que prennent nos pratiques. Et c'est M. Philippe Blanchet qui poursuit avec nous cette réflexion sur l'usage des mots. Il est professeur de sociolinguistique et de didactique des langues à l'université Rennes 2. Il est spécialiste de la diversité linguistique et culturelle dans le monde francophone et expert en politique linguistique et éducative. Chercheur et enseignant engagé contre toutes les discriminations, membre de la Ligue des droits de l'homme, auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Discrimination, combattre la glottophobie ». Alors je lui laisserai le soin de nous donner à comprendre ce qu'est la glottophobie. Merci, Monsieur Blanchet. Merci beaucoup. Bonjour. Merci de votre accueil. Merci de m'avoir invité à prendre la parole pour réfléchir avec vous aux usages de ces notions et donc des termes qui sont utilisés pour les produire et pour les diffuser. Je ne vais pas trop parler de glottophobie malgré tout, parce que ce n'est pas tant le sujet. Cela dit, si après dans les échanges la question se pose, puisqu'indirectement on va toucher à la question des discriminations, on pourra développer un peu plus rapidement. Je vais essayer d'être un peu rapide parce qu'on a pris un peu de retard et on ne voudrait pas l'accroître. Donc je vais vous proposer, je vérifie, oui ça marche, d'abord quelques points de repère pour que vous suiviez le raisonnement que je vais suivre moi aussi dans mon exposé. Donc je vais d'abord vous dire de quel point de vue je prends la parole, parce que je crois qu'il n'y a pas de mots et de discours neutres, ils sont toujours émis d'un certain point de vue qui permet de les interpréter, de les recevoir et de les discuter. Ensuite, je prendrai le temps de réfléchir avec vous à ce qu'on appelle l'opération de nomination. Qu'est-ce qui fait qu'on a nommé quelque chose, assimilation, intégration ou inclusion? Et puis de développer avec vous l'idée que entre le sens, les significations et ce que ça présuppose et donc en fait ce que ça préimpose dans les idées sous-jacentes au discours, il y a un certain nombre de points de repère et de vigilance à avoir. Et puis je me pencherai de mon point de vue sur ce renouvellement terminologique autour du développement du terme inclusion dans l'action sociale et éducative en général. Et puis, je vous proposerai un petit détour pour réfléchir au processus d'inclusion du point de vue des repères qui sont les miens, que je vais exposer juste après. Et puis, vous proposer éventuellement des termes en contrepoint, en tout cas un terme en contrepoint, vous le voyez en bas de l'écran au point 7, puisqu'il s'agirait d'envisager la notion d'hospitalité comme alternative ou complément à la notion d'inclusion. Alors, d'abord préciser le point de vue duquel je vous parle. Moi, ma discipline de rattachement à l'université, c'est les sciences du langage. C'est la raison pour laquelle je pense, mais je suis ravi de l'avoir entendu ici déjà aujourd'hui, que les mots sont importants, que la façon dont on dit les choses n'est pas simplement un habit, que c'est une façon de penser le monde et de créer la société dans laquelle on vit, de la produire et de la reproduire. Au sein des sciences du langage, ma spécialité est la sociolinguistique. Alors c'est une spécialité qui n'est pas forcément bien connue. Pour faire court, et vous voyez ce que j'ai mis sur la diapositive, l'idée c'est que dans une approche sociolinguistique, on étudie, on observe, on analyse, on essaye d'interpréter les relations, les corrélations entre ce qui relève des langues d'un côté, du linguistique, et ce qui relève de la société de l'autre, du social, avec cette idée fondamentale que tout ce qui est social et linguistique, qu'il n'y a aucune activité humaine
et sociale qui n'est pas une facette linguistique, et que donc il n'y a aucune activité linguistique qui ne soit pas elle-même impliquée dans l'ensemble des processus sociaux. L'idée, si vous voulez, c'est que quand on fait une étude sociolinguistique, on peut étudier les effets de la société sur les discours. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de changer de terminologie? Quels sont les effets du contexte social sur ces changements de terminologie? Et à l'inverse, et en complément, l'idée, c'est qu'on peut étudier les relations sociales à partir de leur facette linguistique. C'est-à-dire qu'on peut étudier la société en étudiant la façon dont la société est dite, la société est mise en discours et même la façon dont elle est produite par les discours. Donc c'est ça mon point de vue. Je ne suis pas expert en éducation ni en éducation spécialisée. Je regarde les choses du point de vue de la facette linguistique du monde social. Je suis très attentif, on vous l'a dit en me présentant, mais c'est inhérent à l'approche sociolinguistique, à toute la question de la pluralité, de la diversité, à l'idée que les sociétés sont plurielles, que les individus sont eux-mêmes pluriels, que les langues sont plurielles et que leurs usages sont pluriels. Et donc ce que je cherche à comprendre, c'est comment on peut faire des usages pluriels de ressources linguistiques plurielles pour construire des sociétés plurielles et que quand même ça marche. Puisqu'il y a des gens qui pensent, il y en a même qui espéreraient, c'est d'ailleurs le sens de la notion d'assimilation, qu'une société idéale, celle dans laquelle il n'y aurait aucun problème, ça serait une société où tout serait identique et où du coup aucun problème se poserait. Je constate que c'est jamais le cas, je crois même que c'est pas possible, et donc j'essaye de comprendre comment ça marche, comment c'est une ressource et non pas un problème que cette diversité, cette pluralité. Et puis, parce que j'étudie les situations plurilingues, parce que j'étudie les sociétés francophones un peu partout dans le monde, je travaille sur la question des relations interculturelles. Qu'est-ce qu'il se passe quand il y a des gens qui se perçoivent comme différents, qui se perçoivent comme ayant une altérité, une identité altéritaire, une identité altérité qui n'est pas la même. Comment ça se passe? Comment est-ce que les gens arrivent à faire ou à ne pas faire ensemble, à agir ensemble et à construire du social ensemble? Et c'est par ce petit détour-là que je vous proposerai un regard sur la notion d'inclusion. Alors d'abord, réfléchir sur ce que c'est que l'opération de nomination. Alors pour réfléchir sur ce que c'est, plutôt que de vous proposer ma propre réflexion, j'en ai trouvé qui me semble particulièrement signifiante et bien faite, et donc je vais vous lire trois petites citations. Ces trois citations sont des citations de sociologues et de sociolinguistes, et notamment l'un des rares sociologues qui s'est intéressé aux sociétés du point de vue de leur pratique linguistique, de leur facette linguistique, qui est Pierre Bourdieu, et qui dit ceci: en structurant la perception que les agents sociaux ont du monde social, la nomination contribue à faire la structure de ce monde. La nomination appartient à la classe des actes d'institution et de destitution plus ou moins fondés socialement, par lesquels un individu agissant en son nom propre ou au nom d'un groupe signifie à quelqu'un qu'il a telle ou telle propriété, lui signifiant du même coup d'avoir à se comporter en conformité avec l'essence sociale qui lui est ainsi assignée. Ça, c'est dans ce que parler veut dire, qui a été repris dans l'ouvrage de Bourdieu, c'est le même mais augmenté, qui s'appelle Langage et pouvoir symbolique. Une citation d'une sociolinguiste, analyste du discours de presse, Roselyne Coren, qui dit ceci: « Il arrive fréquemment que les dénominations retenues ne constituent que la partie visible d'un raisonnement d'autant plus puissant qu'il reste implicite. » Et enfin, une citation de Voloshinov, dont on pense qu'il s'agissait peut-être de Mikhail Bakhtin, qui aurait publié cet ouvrage sous un pseudonyme. Ça fait toujours débat. Cet ouvrage a été traduit en français en 1977. Il est paru sous le régime stalinien en URSS, et donc il est paru de façon cachée parce qu'il posait des problèmes politiques. Et dans cet ouvrage, Marxisme et philosophie du langage, l'auteur écrit cette chose brève et importante pour nous, je crois: le mot fonctionne comme un élément essentiel accompagnant toute création idéologique, quelle qu'elle soit.
Et puis, du coup, puisque ça nous invite à analyser le processus de nomination pour ne pas se faire piéger par les étiquettes qui circulent, mais pour essayer de comprendre ce qu'elles véhiculent et ce qu'elles produisent en termes d'idéologie et de construction des relations sociales, une dernière citation, comment est-ce qu'il faut analyser, pourquoi est-ce qu'il faut analyser ça? À nouveau Bourdieu qui dit ceci: « La science sociale a affaire à des réalités déjà nommées, déjà classées, porteuse de noms propres et de noms communs, de titres, de signes, de sigles. Sous peine de reprendre à son compte, sans le savoir, des actes de constitution dont elle ignore la logique et la nécessité, il lui faut prendre pour objet les opérations sociales de nomination et les rites d'institution à travers lesquels elles s'accomplissent. Mais plus encore, il lui faut examiner la part qui revient au mot dans la construction des choses sociales. » Voilà, je n'ajoute pas un mot, ça me paraît d'une profonde clarté. Et donc, allons voir quels sont les sens, les significations et ce que j'appelle les préimposés de ces effets de nomination, notamment autour de ce terme d'inclusion. Alors, d'abord peut-être une petite explication pourquoi je parle de sens et de signification. On a l'habitude d'analyser les fonctionnements, alors qu'on appelle habituellement sémantique des mots, mais nous c'est un mot qu'on n'utilise pas, sémantique, hein, en sociolinguistique, de la façon suivante. On dit les éléments linguistiques, les mots, pour dire les choses de façon un peu simple, les mots sont porteurs d'un potentiel de sens. Ce potentiel de sens est mis en œuvre dans des opérations de relations sociales qui lui attribuent des significations. C'est-à-dire que inclusion, par exemple, a un potentiel de sens, c'est celui qu'on va trouver dans un dictionnaire. Je vous mets la définition du trésor de la langue française sur l'écran. Et puis, il va falloir voir, et c'est ce que je vais voir avec vous juste après, comment ce potentiel de sens aboutit à des significations. Il est assez fréquent que les mots soient utilisés avec des effets de signification qui peuvent être extrêmement différents et même totalement contradictoires. C'est-à-dire qu'on peut employer le même mot en lui attribuant des significations qui sont contradictoires les unes avec les autres. Et pourtant, c'est le même mot. Il faudrait ne pas croire qu'un mot a un sens et que ce mot est le même pour tout le monde. Et donc, si je regarde ce que le Trésor de la langue française, qui est le plus grand dictionnaire du français, qui a été élaboré et qui est mis à jour en permanence par le CNRS, qu'est-ce qu'il nous dit d'inclusion? Il nous dit ceci: l'inclusion, c'est l'action d'inclure et le résultat de l'action, je vais y revenir, état d'une chose incluse naturellement ou accidentellement dans une autre, présence d'un corps étranger dans un ensemble homogène auquel il n'appartient pas. Et le potentiel sémantique de base est quand même relativement lourd de ce point de vue-là. C'est un terme qui a été développé dans les discours scientifiques à partir du XIXe siècle, plutôt pour parler des microbes qui rentrent dans le corps, vous voyez ce que je veux dire, hein, que pour parler de phénomènes sociaux. Ce terme est dérivé du verbe inclure, et quand on regarde ce que le TLF nous donne de inclure, il nous dit ceci: inclure, c'est mettre, comprendre quelque chose dans un autre chose qui le contient, au figuré, contenir, renfermer en soi, impliquer comme conséquence. Sur cette base, on peut aller voir un certain nombre d'usages sociaux, de discours sociaux, et j'ai commencé par celui qui nous réunit ici, c'est-à-dire le discours d'orientation de ces assises de Nantes aujourd'hui, et j'ai relevé dans ce discours de présentation le texte suivant: l'inclusion est un processus qui permet aux personnes en danger de pauvreté et d'exclusion sociale de participer à la vie économique, sociale et culturelle, d'être impliquées dans les prises de décision qui affectent leur vie et bénéficier d'un meilleur accès à leurs droits fondamentaux. Et on s'appuie pour ça sur une source du Conseil de l'Europe qu'on retrouve sur le site du gouvernement français. Il y a aussi une citation issue de l'UNESCO qui dit que l'inclusion, c'est le respect des droits. Et vous voyez que déjà, on a deux définitions qui sont relativement différentes, sinon partiellement contradictoires. Une chose qui m'a frappé, et c'est pour ça que je l'ai mise en italique, c'est le... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de changer la diapositive. Je l'ai mise en italique, c'est le « en danger de pauvreté ». Qui me semble intéressant parce que ça veut dire que, en danger de pauvreté, donc d'exclusion sociale, l'idée c'est que l'inclusion c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre alors même que les personnes ne sont pas exclues. Hein.
ce qui demande réflexion. Inclure des gens pas exclus. S'ils ne sont pas exclus, peut-être qu'ils sont quand même inclus. Donc pourquoi faudrait-il inclure des gens qui sont déjà inclus puisqu'ils ne sont pas encore exclus? Oui. Bon, alors je peux comprendre que c'est une histoire de processus croisé, vous en savez plus que moi là-dessus, mais en tout cas, la formulation m'a un peu titillé. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant comme façon de dire les choses. C'est le Conseil de l'Europe. Hein. Bon. Il y aurait donc des gens qui seraient par nature destinés à l'exclusion. Il faudrait empêcher qu'ils soient exclus et les inclure probablement. Je me suis ensuite penché sur des textes de l'éducation nationale parce que c'est mon secteur d'intervention et d'observation privilégié, hein, l'éducation aux langues et par les langues. Et donc, il y a des textes de l'éducation nationale. Je vous ai mis les liens. Je pense qu'après le diaporama vous sera mis à disposition. Vous pourrez aller vérifier les textes en question. L'éducation nationale dit, par exemple, ceci. L'école inclusive, c'est ça, pour expliquer ce que c'est que l'école inclusive. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. La loi sur la refondation de l'école consacre pour la première fois le principe d'inclusion scolaire. Je n'ai pas mis en italique, mais ce serait assez marrant de repérer le pour la première fois, ce qui voudrait dire que jusqu'à cette loi-là, l'école dite de la République n'avait pas pour principe l'inclusion, peut-être même l'exclusion. Une autre définition, l'école inclusive, une dynamique qui s'amplifie en faveur des élèves et des étudiants en situation de handicap. Il s'agit là de l'annonce du programme par la ministre de l'Éducation nationale. Enfin, une école qui n'exclut plus les élèves en grande difficulté, qui n'exclut plus est intéressant, hein, les élèves en grande difficulté ou en situation de handicap, et on parle aussi beaucoup dans le système éducatif d'élèves à besoins particuliers. C'est une autre expression qui revient très très souvent. Toujours dans le lexique de l'éducation nationale, rapport annuel des inspections générales 2009, puisqu'il s'agit là des élèves dits, selon les périodes, en gros étrangers, nouveaux arrivants, hein, donc supposés non francophones. Ça dit ceci, leur handicap linguistique tend à être de moins en moins reconnu. Or, face aux exigences de la scolarité qui mobilisent obligatoirement la langue française, la situation de nouvel arrivant non francophone qui handicape l'élève, vous voyez, je mets en gras ce qui définit la situation particulière qui justifie l'approche dite inclusive, cette situation qui handicape l'élève lui crée un droit auquel l'institution répond en lui accordant des moyens de compensation. Dernier exemple d'usage social du terme, toujours dans les textes de l'éducation nationale. Il s'agit d'un rapport sur grande pauvreté et réussite scolaire, et vous voyez que du coup on sort de la question strictement scolaire dans ce rapport. L'analyse des pratiques de temps libre des enfants montre tout d'abord que, voilà comment on les définit, les enfants des secteurs de l'éducation prioritaire, ça doit vous parler, peuvent beaucoup moins que les autres compter, pardon, j'ai oublié de changer, oui c'est embêtant quand on a deux systèmes, excusez-moi, mais je vous le lis de toute façon. Hein. Les enfants relevant des secteurs de l'éducation prioritaire peuvent beaucoup moins que les autres compter sur leur environnement familial pour leur permettre de s'ouvrir au monde. Leur famille est, moins que les autres, le lieu privilégié de mise en lien avec les ressources culturelles extérieures. Et donc, si je fais, ce coup-ci je n'oublie pas, une synthèse des significations que je trouve dans ces usages institutionnels, importants parce qu'ils orientent les politiques et les pratiques, y compris professionnelles, des enseignants et des éducateurs en général, on aboutit en gros à ces fameux présupposés qui sont préimposés, c'est que l'inclusion concerne uniquement ou au moins prioritairement des personnes posées comme différentes, elles sont infériorisées dans les discours, par rapport à une majorité supposée homogène qui sert de norme. Elles sont définies par le manque, elles sont pauvres, elles sont handicapées, leurs droits sociaux, notamment en santé, logement, éducation, ne sont pas respectés, elles sont potentiellement dépendantes, donc non autonomes et potentiellement incultes. Vous avez vu la dernière définition de l'éducation nationale. Si vous êtes pauvre, vous êtes nécessairement inculte, puisqu'il n'y a pas de culture chez les pauvres, c'est ce que dit le texte juste avant. Renouvellement terminologique, donc. Pourquoi est-ce qu'il y a un renouvellement terminologique? Puisque c'est aussi de ça qu'on parle. Alors, il y a une raison qui est d'une certaine façon proprement sociolinguistique. C'est ce qu'on appelle l'usure sémantique et sociale des mots. C'est-à-dire qu'à force d'être utilisés, les termes perdent de leur force
sémantique et sociale, perte de leur force illocutoire, comme on dit dans notre jargon, performative, c'est peut-être un terme que vous connaissez, et donc il y a un amoindrissement de leur effet de signification, et quand ils ont perdu trop de force de signification, spontanément, les communautés sociolinguistiques les remplacent par de nouveaux termes qui, parce qu'ils sont nouveaux, sont pas encore usés, et donc ont encore une force importante de signification. J'en prends un exemple tout simple, hein, c'est ce qui permet de marquer les augmentations. Hein. On a dit, selon nos générations, c'est génial, c'est super, avant même c'est génial, c'était c'est chouette, puis c'est génial, puis c'est super, puis c'est grave chouette, puis c'est grave bon, puis c'est top, voilà. Hein, parce que ça s'use, donc on remplace par du neuf. Pourquoi est-ce qu'il y a des renouvellements terminologiques? C'est aussi parce qu'il y a justement des effets de la contestation des préimposés. Il y a des gens qui contestent la terminologie, qui disent mais cette terminologie-là essaye de nous imposer des contenus philosophiques, politiques, idéologiques avec lesquels on n'est pas d'accord, et donc on conteste la terminologie elle-même. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont contesté assimilation, on en a parlé tout à l'heure, du coup on a dit intégration, puis on a contesté intégration, du coup on a dit insertion ou inclusion. Et puis parce que quand vous dites les choses autrement, symboliquement, vous vous positionnez autrement. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on parle, non seulement on dit quelque chose, mais on dit qui on est. Selon ce qu'on parle, comment on le parle et quelle terminologie on emploie, ça dit quelque chose de votre identité sociale. Et individuelle aussi, en l'occurrence sociale. Et donc, quand vous dites les choses autrement, vous vous repositionnez par rapport à ceux qui tenaient les discours employant d'autres mots. Et il ne faut pas nier cet effet-là aussi. Il faut imaginer que dans les gens qui renouvellent la terminologie, il y a des gens qui veulent aussi se montrer sous un nouveau jour. Ça peut d'ailleurs être les mêmes qui pensent avoir changé de ce point de vue-là. Alors, si je m'attarde un petit peu sur cet ensemble lexical dont on a déjà parlé très justement ce matin, hein, inclusion et ceux qui tournent autour, je crois qu'on peut être d'accord, manifestement c'est venu à l'esprit de tout le monde, on peut être d'accord sur le fait que inclusion est un terme qui s'inscrit dans un ensemble, alors on pourrait dire un paradigme du coup, hein, un ensemble que d'ailleurs historiquement je vous propose avec, excusez-moi, la diapo suivante, je vous propose de le remonter dans le temps, hein, c'est ça l'idée, le plus actuel ça serait inclusion, avant il y a eu insertion, avant il y a eu intégration, avant il y a eu assimilation, et une des questions c'est pourquoi est-ce qu'on est passé en sens inverse d'assimilation à intégration, insertion, inclusion. Alors, assimilation, c'est un terme qui continue à être utilisé, bien qu'il ait été en partie abandonné par les discours institutionnels et qu'il ait été fortement critiqué pour ses préimposés, justement. Il est utilisé, je vous le rappelle, non seulement si vous écoutez les discours politiques, en ce moment là, les médias en sont riches, mais il y a un certain nombre de candidats aux élections présidentielles qui continuent à promouvoir l'idée d'assimilation pour ceux qui sont différents. Donc le terme est encore utilisé, il circule socialement, mais je vous rappelle aussi qu'il est présent dans la loi française, puisque si vous lisez le texte qui régit ce qu'on appelle, d'un autre terme tout à fait discutable, la naturalisation, c'est-à-dire l'acquisition de la citoyenneté française, qu'on appelle en France la nationalité française. Vous voyez que tous les termes sont piégés et qu'on peut tous les discuter. Hein. Le terme dit que pour pouvoir prétendre à l'acquisition de la citoyenneté française, il faut faire la preuve de son, je cite le texte, assimilation à la communauté nationale. C'est écrit dans la loi encore aujourd'hui. Et elle n'a pas été modifiée. Alors pourquoi est-ce qu'assimilation a été discutée pour ses préimposés? Il a été discuté parce que assimiler, ça veut dire rendre identique. Tout simplement. Hein, rendre semblable, mais le mot semblable avec le sens de rendre identique. Or, d'une certaine façon, c'est tout bête. On ne peut pas rendre quelqu'un identique à soi-même parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un efface son histoire. Ça a été beaucoup utilisé à propos de la vie dans la société française de gens qui ont commencé leur vie ailleurs, qu'on appelle des étrangers, souvent en tout cas, et il y a eu toute une période où on pensait qu'il fallait assimiler les étrangers, ou plus encore que les étrangers s'assimilent, parce que c'est à eux que revenait le devoir de se rendre identique. Sauf que humainement, c'est pas possible. Quelqu'un qui a déjà
un vécu, une histoire, une socialisation, des compétences culturelles, linguistiques, des façons de vivre, de voir le monde. Il ne peut pas effacer, ce n'est pas le disque dur d'un ordinateur, on ne peut pas tout remettre à zéro et puis réimplanter une nouvelle histoire. L'histoire de vie, elle ne fait que se poursuivre. Et donc l'assimilation, tout simplement, elle est, en tout cas linguistiquement et culturellement, je vous parle de ce que je connais, elle est totalement impossible. Donc viser l'assimilation des personnes, c'est un fantasme idéologique, c'est absolument irréalisable sur le plan éducatif et social. Ça a été beaucoup critiqué pour cette raison-là, y compris parce que du coup ça crée de la discrimination, puisqu'on dit qu'il y a ceux qui sont identiques et ceux qui sont différents. Les différents ne sont pas acceptables parce qu'ils ne sont pas identiques. Et du coup, le terme a suffisamment été critiqué pour qu'il soit remplacé par le terme intégration, qui au départ disait l'intégration, c'est des gens qui sont différents, qui éventuellement viennent d'ailleurs, et qui vont apprendre à vivre avec nous, en même temps que nous apprenons à vivre avec eux, en faisant un bout de chemin chacun l'un vers l'autre, qui permettra de construire des choses communes, mais aussi de garder des choses différentes, puisque la différence est définitoire des fonctionnements humains et sociaux. Il s'est passé ce qui se passe. Souvent, le terme intégration a été recyclé comme un synonyme caché d'assimilation. C'est un grand classique, hein. Moi je vois ça dans le secteur de l'enseignement des langues. Vous proposez une toute autre façon d'enseigner les langues. Dans les années 70, on a développé ce qu'on a appelé les approches communicatives. Il fallait enseigner les langues tout à fait autrement, par et pour la communication et non plus à partir d'apprentissage de listes de vocabulaire et de règles de grammaire. Et puis dans les faits, ça continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire presque 50 ans plus tard, on continue à enseigner les langues. On appelle ça approche communicative, mais on n'a rien changé. On continue à faire apprendre aux enfants la liste des verbes irréguliers en anglais, à leur faire des exercices de grammaire à l'école. Donc c'est un grand classique, cette résistance au changement du corps social, résistance pour des raisons de conviction idéologique difficiles à ébranler. Et donc le fait que vous mettez un mot nouveau, les gens veulent bien changer l'étiquette, alors ils ont enlevé assimilation, ils ont mis intégration, mais finalement il reste exactement le même projet sociopolitique sous la nouvelle étiquette. Du coup, ce terme est devenu suspect, il a été à nouveau discuté, critiqué, il s'est usé aussi, il a été utilisé à tort et à travers avec des significations tellement différentes qu'on ne savait plus de quoi on parlait ou comment s'y retrouver, et sont apparus ces fameux termes plus récents que sont l'insertion et l'inclusion. L'insertion est arrivée plutôt du secteur des activités socio-économiques et socio-professionnelles. Hein. Les apparitions du terme, quand on voit son contexte, là j'ai pas le temps de vous montrer tout ça, j'ai vérifié, c'est dans des discours autour de ce qu'on appelait à un moment donné l'intégration par l'emploi, hein. C'était l'insertion socio-économique, il fallait s'insérer socio-économiquement. Et inclusion est apparue effectivement, surtout développée dans le monde éducatif et social, on vous l'a dit tout à l'heure, à partir des années 2000, mais il s'est vraiment répandu à partir du début des années 2010. Là aussi, pour partie, et j'ai trouvé le débat précédent très intéressant parce qu'il montrait justement les effets de signification éventuellement différents, voire contradictoires, il a été promu par des gens qui disaient qu'il fallait dépasser l'impasse de intégration-assimilation et prendre dans inclusion ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la définition qu'en donne le Trésor de la langue française, le fait que pour la première fois on avait un terme qui pouvait être utilisé comme une action réciproque. Hein, c'est à la fois le processus d'entrée dans et c'est le processus du corps social en l'occurrence de prendre en son sein. Donc il y avait un travail mutuel, celui qu'on souhaitait autour de la notion d'intégration, qu'on retrouve autour de la notion d'inclusion. Hein. Inclure, c'est à la fois entrer et laisser entrer, si vous voulez. Ça, c'est le côté positif de la notion, mais vous avez vu qu'elle a un aspect négatif aussi, puisque dans son cœur sémantique de départ, il y a quand même l'idée de faire entrer quelque chose de différent, d'étranger, dans un ensemble qui est pensé comme homogène, comme différent. Et donc on rigidifie les différences et l'inclusion renvoie à la question de la gestion de la diversité, de la gestion des différences. Et puis il me semble, mais ça j'ai pas eu le temps de le vérifier, parce que ça demande un travail d'investigation important comme vous pouvez l'imaginer, que inclusion est apparue après exclusion et qu'il est une conséquence de la notion d'exclusion sociale. Et que pour répondre à ce qu'on a appelé, ce qu'on a nommé processus de dénomination, l'exclusion sociale, on s'est dit, puisqu'il y a exclusion et qu'on veut lutter contre l'exclusion, on va prendre le pendant contradictoire, le contraire de l'exclusion, c'est l'inclusion. Et donc on va développer des politiques, des actions d'inclusion sociale pour empêcher l'exclusion sociale.
Et donc on partirait plutôt du présupposé qu'il y a, en tout cas, ou du constat, qu'il y a de l'exclusion et qu'il faut répondre à l'exclusion par des processus contraires, donc d'inclusion. Un processus contre l'autre, si vous voulez, de ce point de vue-là. Je voulais vous proposer aussi ce fameux détour par ce que nous propose l'analyse des relations interculturelles, qui est pas éloigné de la question, puisqu'il s'agit finalement de voir comment des gens différents peuvent faire du social ensemble, avoir des interactions, créer de la relation, créer même du neuf, un monde social nouveau qui serait issu du croisement, de l'enrichissement mutuel de leurs apports. Une chose intéressante quand on analyse la question des relations interculturelles, c'est l'analyse de comment se développe ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance, dont l'un dépendant est justement le fameux processus d'identification. Globalement, je fais court aussi, excusez-moi, peut-être que vous allez trouver ça un peu schématique, mais ça sera une base de discussion. Globalement, en gros, l'idée, c'est que le sentiment d'appartenance à une collectivité humaine, à un groupe social, quelle que soit la façon dont on le définit, mais pour moi, c'est plutôt des groupes linguistiques et culturels, mais ça peut être des groupes sociaux, économiques, etc., bien sûr. Vous avez vu tout à l'heure qu'on crée quand même beaucoup de corrélations entre le fait d'être étranger, le fait d'être pauvre, etc. Donc il y a toujours plusieurs facteurs intriqués. Comment ça fonctionne, ce sentiment d'appartenance à une collectivité et à un groupe? Ça fonctionne en gros par un système à 3 bandes, pour ceux qui aiment le billard. En gros, l'idée, c'est que l'inclusion, je vais faire exprès de prendre ce terme, dans un groupe humain, fonctionne vraiment, on peut considérer qu'elle est réalisée, l'appartenance à un groupe humain, s'il y a accord sur cette appartenance, à la fois par le sujet concerné, le soi, par les autres membres du groupe en question, le nous, et par les non-membres du groupe en question. C'est-à-dire, je peux dire « je suis breton » si moi, j'ai le sentiment d'appartenir à une communauté humaine définie par des attributs et nommés comme étant les Bretons, à condition que ceux qui se définissent déjà comme étant dans cette communauté me reconnaissent la qualité d'être breton, et que ceux qui ne sont pas bretons reconnaissent qu'il existe des Bretons et que j'en fais partie. Donc, système à 3 bandes. Moi, les autres Bretons, les non-Bretons. Je dis ça parce que je suis un immigré en Bretagne, je suis provençal et j'y vis depuis 30 ans et je trouve que ce processus est un exemple intéressant. Vous pouvez transposer ce système à 3 bandes, je crois, à tous les processus d'inclusion, d'appartenance, d'identification à des groupes. Et il y a évidemment des moments où ça ne marche pas bien. C'est-à-dire, par exemple, je pense que j'appartiens à tel groupe, mais le groupe en question ne me reconnaît pas. Donc ça veut dire que je suis dans un processus, on appelle ça, nous, dans l'analyse des relations interculturelles, une identité de référence. C'est ma référence, mais elle n'est pas encore effective, puisque je ne partage pas cette identité collective du point de vue des autres membres de ce groupe. Donc il y a ce point-là qui est intéressant, et puis il y a aussi dans l'analyse des relations interculturelles l'idée que une relation interculturelle, c'est quelque chose qui part d'un sentiment d'altérité, d'un sentiment de différence, mais j'aime mieux la notion d'altérité, d'un sentiment d'altérité, et que par une transformation mutuelle issue du contact entre des altérités, on va pouvoir progresser vers, alors je dis progresser, c'est volontairement un terme axiologique, c'est volontairement une conviction. On pourrait considérer que ce n'est pas un progrès, mais moi je considère que c'est un progrès. On va progresser vers quelque chose qui va être ce que j'appelle le faire ensemble, qui me semble être plus intéressant que le vivre ensemble. Et donc du coup, on va aboutir à quelque chose qu'on appelle dans ce secteur de recherche le métissage linguistique et culturel, c'est-à-dire que des gens différents, marqués par une altérité, vont petit à petit s'influencer les uns les autres, se découvrir, apprendre les uns les autres, et puis construire quelque chose de nouveau qui sera non plus l'identité A ou l'identité B, la langue A ou la langue B, le groupe A ou le groupe B, mais un nouveau groupe C, qui sera le résultat du métissage du A et du B. Pardonnez-moi encore une fois pour l'idée simpliste, mais je trouve cette démarche intéressante, cette analyse intéressante, parce qu'elle nous apprend une chose, c'est que les relations interculturelles ne fonctionnent vraiment que quand il y a création réciproque de quelque chose de nouveau. Les relations interculturelles, ce n'est pas l'assimilation, c'est tout le contraire de l'assimilation. C'est pas, il y a des gens différents
qui viennent devenir comme moi, c'est il y a des gens qui sont différents de moi et je suis différent d'eux, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit mon point de vue seul qui permette de mesurer la différence, l'altérité. Et c'est parce que nous sommes conscients de ces différences et du travail qu'on va faire sur ces différences qu'on va produire du vivre ensemble, qu'on va produire une nouvelle façon de faire société, et donc on va arriver à faire ensemble. Je vous disais tout à l'heure, je préfère faire ensemble que vivre ensemble, parce qu'on peut parfaitement imaginer des gens qui vivent ensemble en étant seulement, disons, juxtaposés les uns à côté des autres. C'est déjà pas mal s'il n'y a pas d'agression, de violence, de refus, de rejet, d'exclusion, mais je trouve que la capacité à faire des choses ensemble est un indice bien meilleur de la construction du social que le simple fait de vivre ensemble. Même si vivre ensemble, c'est déjà pas mal. Et je pense que le retour par l'analyse des relations interculturelles, ça nous donne des éléments, ça nous donne des pistes. En tout cas, je les propose à votre réflexion pour réfléchir à ce processus désormais désigné sous ce terme qui a des avantages et des inconvénients d'inclusion. Et puis, pour terminer, donc, du coup, pardon, excusez-moi, merci, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui pense avec moi à moi. J'ai pas l'habitude d'habitude, j'appuie sur mon ordinateur et ça change tout seul. Et là, il y a 2 systèmes à gérer en même temps. Manifestement, ça dépasse mes capacités cognitives. Je dois avoir un côté Shadok, vous savez, s'il y a un truc dans une case, il ne peut pas y en avoir 2. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est toujours plus intelligent et plus efficace à plusieurs que tout seul. La preuve. Surtout avec lui, bien sûr. Donc l'inclusion, ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'un des inconvénients majeurs, je crois, c'est que si l'inclusion est sélective, elle crée systématiquement et elle renforce l'exclusion. C'est-à-dire soit l'inclusion, mettons qu'on garde ce terme, on pourrait décider de ne pas le garder, soit l'inclusion est totale, elle est non sélective. Donc elle est par définition non exclusive. Et dans ce cas-là, pourquoi pas, on peut considérer qu'on met en place un processus, une dynamique positif, mais si cette inclusion est exclusive, c'est-à-dire si on inclut certains et pas d'autres, si on inclut certains groupes humains, certains individus ou à des degrés divers, on t'inclut à condition que tu aies atteint tel seuil, mais on ne t'inclut pas si tu n'as pas atteint tel seuil, on va au final, puisqu'on en inclut certains et pas d'autres, renforcer l'exclusion de ceux qui ne sont pas inclus par le processus d'inclusion. Et donc il faut être très attentif, ça c'est Morin qui m'a beaucoup appris ça, la pensée complexe, c'est que toute action humaine porte en elle-même sa contradiction. Et donc dès lors qu'on veut inclure, on risque d'exclure. Ça ne veut pas dire qu'on le fait forcément, bien sûr, mais qu'on risque d'exclure, et je crois que c'est une chose à laquelle vous comme moi, nous sommes tous attentifs. Je vous propose aussi ce terme alternatif qui est la notion d'hospitalité, qui est une notion qui me paraît efficace et à laquelle je suis attaché. Alors pourquoi hospitalité? Parce que si vous regardez à nouveau dans le trésor de la langue française, on vous dira que l'hospitalité, je fais une synthèse de la définition, c'est à la fois le droit et le devoir d'accueil et de protection. Ça se définit aussi comme étant une sociabilité généreuse. Et le droit et le devoir d'accueil et de protection par une sociabilité généreuse, je suis comme la collègue de tout à l'heure, moi j'adhère à fond à l'idée que si c'était vraiment ça, si on pouvait s'approcher de cet horizon, on vivrait sans doute dans un monde meilleur. Ce qui est important aussi avec la notion d'hospitalité, c'est le fait que la notion d'hôte, l'hôte c'est la personne qui met en œuvre l'hospitalité, c'est le même étymon latin, que la notion d'hôte est une notion mutuelle, une notion réciproque. L'hôte, c'est à la fois la personne qui accueille et la personne qui est accueillie, et on la nomme de la même façon. Et je trouve que ce qui pourrait paraître une ambiguïté est une très belle complémentarité. C'est-à-dire que l'inclusion, pour revenir à inclusion, si on la pense comme une hospitalité, c'est à la fois quelqu'un... Je vais garder la métaphore, excusez-moi si elle vous paraît un peu râler-pâquerette, mais c'est quelqu'un qui vient chez vous, qui frappe à votre porte et qui fait la démarche de frapper à votre porte, mais c'est vous qui ouvrez la porte et qui le laissez entrer chez vous. Et donc, ce n'est pas les gens qui ont l'obligation de s'intégrer, de s'insérer, de s'inclure, c'est des gens qui font une partie de la démarche, et puis il y a les autres en face qui ont le devoir de les inclure, de les insérer, de les intégrer, c'est-à-dire le devoir d'hospitalité. Et je pense que du coup, ça serait peut-être pas mal de se dire que tout ça, ça nous renvoie, mais ça a été dit tout à l'heure, y compris par vous-même, à finalement quelque chose de très profond et de très général. C'est que tout ça, c'est finalement que des aspects
qui actualise un projet de société, un projet profondément philosophique et politique, au fond une conception de qu'est-ce que c'est que la société, qu'est-ce que c'est que le social. Est-ce que la société, c'est le fait de construire de l'identique, donc de vouloir assimiler et donc d'exclure ceux qui sont différents, ou est-ce que la société, c'est le fait de faire ensemble dans la pluralité, donc de vivre ensemble et même de faire ensemble dans la pluralité, c'est-à-dire l'idée qu'une société peut parfaitement fonctionner, et il y en a plein d'exemples sur Terre bien sûr, hein, sans que les gens soient identiques ni même similaires les uns aux autres. Et ça nous renvoie profondément je crois vraiment à cette question-là. C'est pour ça que je propose de parler de société hospitalitaire. Alors vous comprendrez pourquoi j'ai inventé hospitalitaire. On vous a dit tout à l'heure que j'ai inventé glottophobie. J'aime bien inventer des mots comme ça, mais c'est parce que je suis attentif aux dénominations, justement, comme ça je boucle un peu mon propos. Je ne voulais pas dire hospitalière, parce qu'hospitalière, ça renvoie aussi à l'hôpital. Or, on sait très bien que l'une des dérives de l'exclusion, c'est la pathologisation. C'est un grand classique à l'école aujourd'hui, hein. Dès que les enfants sont un peu différents de la norme standard à laquelle ils doivent se conformer, on soupçonne une pathologie. Ils sont 10 quelque chose, et etc., etc. On m'a encore raconté il n'y a pas longtemps l'histoire de 2 adolescents qu'on a fini par envoyer au centre départemental d'action sociale d'une petite ville de Bretagne-Gallo, près de Rennes, où je vis, parce qu'on pensait qu'ils avaient des gros problèmes de langage. Ils étaient vraiment, ça allait pas, c'était très bizarre. En fin de compte, tout simplement, ils parlaient gallo, parce qu'ils venaient d'un milieu rural où c'était leur langue de communication, qui est une langue comme les autres, mais aussitôt c'était pathologisé. Et vous savez comme moi à quel point on prend toute différence comme une déviance, voire comme une déficience, et dans une société très modélisante et très identitariste au sens de se rendre tous aussi identiques. Et je trouve que la notion de société hospitalitaire est une notion qui pourrait nous parler, pour ne pas dire une société hospitalière. Dans le diaporama qu'on vous fera, je pense, circuler ou qu'on mettra à votre disposition, excusez-moi, merci. S'ils s'y mettent à 2 maintenant, ils voient que avec le temps, la fatigue et la tension tombent. J'ai mis une petite bibliographie où vous aurez des sources sur cette réflexion autour des questions de dénomination et des effets idéologiques de catégorisation. Et j'en termine. On m'avait demandé de ne pas dépasser 40 minutes. Je suis à 39. Merci de votre attention. Franchement, quel bonheur. Alors, je vous propose que nous débordions de 10 minutes, pas plus, mais que ces 10 minutes, nous les mettions à profit pour établir quelques échanges, quelques questions-réponses. Je sais qu'il y a 2 micros portables disponibles, donc je vais demander à 2 personnes de bien vouloir s'occuper de les faire tourner. Ça doit être prévu déjà, mais on va essayer de bouger là-dessus. Et puis, si vous voulez bien, essayer d'entrer en dialogue. Alors, avec évidemment Brigitte Bouquet d'une part, Stéphane Corbin également, et Philippe Blanchet, pardon. Excusez-moi. Alors, on a la possibilité de revenir sur tous les termes. Oui, je vous en prie. Oui, juste 2 choses. Quand vous avez parlé donc du sens des mots, le mot inclusion, d'ailleurs comme les autres, hein, me donne l'effet de donner toute la responsabilité aux personnes que l'on considère comme étant des exclus. Et il n'y a aucun mot qui prend en compte le fait que s'ils sont exclus, c'est qu'il y a bien quelque chose dans le fonctionnement de la société qui les a mis aussi dans cette position-là. Et bon, ça, c'est la première question sur la responsabilisation Enfin, le fait que ce mot responsabilise peut-être pas tout à fait la bonne personne. Et l'émotion fait que j'ai perdu le reste. Oui, et puis simplement aussi décider de quoi on est exclu. Parce que nous, on travaille à côté d'un centre où il y a des SDF. Et étonnamment, dans les SDF, il y en a qui sont plus inclus que d'autres. C'est-à-dire qu'ils finissent par faire partie du paysage et ils sont donc inclus dans quelque chose que tout le monde connaît. Il y en a d'autres qui arrivent et qui du coup sont encore plus exclus que ceux qu'on nomme exclus. Alors de quoi on est exclu ?
ça pose quand même, il me semble, la question à des tas de niveaux. Voilà. Merci. Alors, je vous en prie, et puis l'un, l'autre, allez-y. Si on veut être attentif aux mots qu'on emploie, vous avez raison de pointer celui-là. On pourrait remplacer, la proposition m'est venue en vous écoutant, au lieu de dire les exclus, on devrait dire les rejetés. Et comme ça, on ferait porter la responsabilité sur le corps social qui fait que ces gens sont positionnés en dehors du corps social. Regardez, vous avez dit SDF. C'est compliqué la réflexion sur les mots, on devient très embêtant. Sans domicile fixe. Je crois que surtout leur problème, c'est qu'ils sont sans domicile. Parce qu'avoir un domicile qui n'est pas fixe, c'est moins difficile à vivre. Enfin, on peut quand même se laver. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, être au chaud quand il fait froid. Mais la norme sociale, c'est si vous avez un domicile, il est fixe. Donc, vous êtes sans domicile fixe. Il y en a même qui aspirent à avoir un domicile oui, mobile. Un domicile mobile, oui. Le nomadisme. Mobile home. Oui. Stéphane ? Brigitte Bouquet ? Oui, je vous en prie. Oui, je vais encore être positive, moi, parce que ce que nous disent les usagers avec qui on travaille beaucoup en ce moment, c'est pas en termes de responsabilisation au niveau négatif, c'est qu'ils voient qu'ils peuvent avoir une parole et décider eux-mêmes si oui ou non. Et leur responsabilité, c'est de prendre la parole pour dire ce qu'ils pensent. Et là, ils la réclament. Donc, effectivement, il y a les deux sens. Si on ne fait pas attention, on les responsabilise, ou si on fait très attention, ou si on les écoute, comme ils disent, qu'on les écoute jamais assez dans le travail social. Ça fait mal d'entendre ça, mais parce qu'ils trouvent qu'on est trop sur leurs problèmes. Et si vous nous écoutez, à ce moment-là, nous, on devient une personne, on est la responsabilité éthique. C'est le sens éthique auquel je prends et pas la responsabilité au sens pénal. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite ? Oui ? Alors on vous apporte un micro. Vous voulez bien lever la main qu'on vous voit bien ? Oui. Il y a quelqu'un là-bas. Et puis ensuite le micro viendra devant. D'accord, donc juste d'abord exprimer un consentement aux propos tenus ce matin par les trois intervenants, qui pour ma part m'éclairent. Alors je suis directeur général d'une des associations organisatrices de la journée. En même temps, je suis un peu embêté. Alors j'ai compris qu'il fallait une approche quand même dialectique et pour le moins, circonstanciée de ce nouveau terme inclusion, là, qui est en tout cas le dernier dans la chaîne que vous avez exposée. En même temps, moi, il y avait deux termes qui m'intéressaient bien jusque-là, qui étaient le terme d'intégration et le terme d'insertion. Parce que je situais, c'était à chaque fois une question d'appartenance finalement du sujet humain. L'insertion, je le voyais du point de vue, disons, de la société. On disait qu'un sujet humain était inséré parce que du point de vue du social, il avait une place dans l'endroit. Alors que l'intégration, je le voyais plus du côté du sujet lui-même, comment il se sentait dans cet espace, dans cette appartenance ou pas. D'ailleurs, on parle plutôt de sentiment d'intégration et on ne parle pas de sentiment d'insertion. Et ce nouveau terme d'inclusion me gêne parce que finalement, je ne sais pas où le situer. Alors d'abord, est-ce qu'il est appelé à éradiquer les précédents ? C'était une question. Et puis l'autre, j'ai compris que son origine, c'était donc du côté de Lisbonne que ça se passait, donc quand même sur un traité peut-être qui avait vocation à inclure à toute force les sujets de l'Europe. Donc voilà, c'est un peu mon inquiétude, c'est-à-dire un terme qui en remplace d'autres et que je situerais plutôt du côté de la nécessité d'inclusion, mais du point de vue d'une société, et non plus dans un sentiment d'appartenance du sujet humain. Voilà, je Merci. sais pas si c'est très clair, mais... Alors, sur cette inquiétude, je vous en prie. Je veux bien, oui. Dire un mot là-dessus. Ce que vous faites allusion, c'est la difficulté de parler, la difficulté d'avoir une terminologie, parce qu'une des solutions, c'est celle que vous proposez, c'est-à-dire de dire, moi, je donne tel sens et je fais tel usage de ces termes. Dans ce cas-là, vous clarifiez, vous empêchez les interprétations qui ne vous conviendraient pas. Le problème, c'est que ça devient très compliqué si à chaque fois qu'on parle, il faut qu'on explique ce qu'on veut dire par les mots qu'on emploie. Et donc, on est pris dans cette tension entre l'économie du discours, d'une certaine façon, et en même temps, les pièges que nous tend un discours trop économique. Il faut trouver l'alternative entre les deux. Une des solutions, c'est d'inventer des mots nouveaux. Et oui, pour sortir du piège, du fait que les mots qui sont déjà là sont piégés. Donc vous reviendrez nous voir régulièrement pour que... Je vous en prie. Bonjour, moi je suis éducateur dans un service d'AMO à Montpellier.
Voilà, je voulais remercier les trois intervenants pour nous avoir éclairé un petit peu sur les enjeux du débat et sur les termes. Ma question portait en fait sur quelle articulation on peut trouver ou comment on peut réfléchir à l'articulation entre la notion d'inclusion et le vieux concept de bouc émissaire et quant à la fonction qu'il occupe en tant que, je dirais, stabilisateur de l'ordre social. Alors là, ça m'étonnerait que Stéphane Corbin n'ait pas envie de répondre quand même. À la fois, c'est une question, oui, c'est une question redoutable parce que l'inclusion, enfin, si on reprend les travaux de Girard, le bouc émissaire n'est pas celui qui est désigné immédiatement comme bouc émissaire et qui est exclu. C'est aussi, il le dit, celui qui peut être inclus pendant 2 ans, 3 ans dans la société. Enfin, là, il fait référence notamment à ce qu'on appelle improprement sans doute les sociétés primitives. Et puis au bout de 2 ans, 3 ans, on n'a pas oublié finalement qu'il n'était pas d'ici, donc il arrive qu'on le sacrifie. Donc ça renvoie finalement, pour moi c'est une excellente question parce que ça pose véritablement la question de l'altérité, qui est une question extrêmement complexe en fait. C'est-à-dire que je partage avec vous l'idée que l'interculturalité serait un enrichissement si jamais on a le choix entre l'ouverture aux autres, ce que vous appelez justement l'altérité, ou si on a le choix d'une espèce de renfermement en soi-même dans une espèce d'identité mortifère. Mais en même temps, je crois que ça dépasse. Pour nous, c'est devenu, compte tenu finalement aussi des débats qui ont cours dans notre société, pour nous, c'est devenu une affaire de choix. Et c'est assez tragique finalement que ça devienne simplement une affaire de choix, parce que je crois qu'il n'y a pas de société possible qui finalement ne joue pas dans le registre de l'altérité, y compris finalement d'une altérité qui pourrait nous sembler problématique parce qu'elle se joue aussi finalement dans des logiques qui sont des logiques de bouc émissaire. Mais en fait, c'est quoi l'altérité? En quoi c'est, pourrait-on dire, un invariant anthropologique? Eh bien, c'est parce que finalement, nous ne sommes nous-mêmes. Là, il ne s'agit pas de nier finalement l'identité. L'identité n'est pas seulement mortifère, mais nous ne sommes nous-mêmes qu'à la condition finalement que nous ayons des relations à l'autre. Je crois que c'est presque peut-être la 4e bande du billard, c'est que finalement, même si on n'a pas de relation concrète avec l'autre, nous ne nous définissons comme ce que nous sommes, qu'à la condition finalement que nous regardions aussi finalement dans l'autre. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement finalement aussi la nécessité de la relation à l'autre. C'est ce que Lévi-Strauss appelle la prohibition de l'inceste, c'est-à-dire l'obligation de l'exogamie. Ça en dit long finalement sur l'effondrement culturel de l'autre côté des États-Unis quand on sait les propos que Trump a tenus sur sa fille. Mais enfin, ça... Alors, je vous propose que nous donnions peut-être un dernier mot à Brigitte Bouquet, si elle le souhaite. Non, là, c'est tellement... Non, je voulais juste dire, quand j'entends parler d'altérité, effectivement, pour moi, c'est absolument... Les deux sont extrêmement liés. J'appelle le premier l'ipséité, quelquefois, et l'autre l'altérité. Mais pour moi, s'il n'y en a qu'un, c'est la catastrophe. Et puis, Monsieur Blanchet, peut-être, un mot de conclusion. Oh ben peut-être, du coup, ça me fait penser à ça. Vous renvoyez à la lecture d'un ouvrage un peu ancien, un peu oublié, de Canguilhem, sur la construction des normes sociales, qui montre bien que si on dit qu'il y a des anormaux, c'est pour renforcer la norme et l'homogénéité de ceux qui se déclarent normaux. Merci.